Derrière les titres alarmants, quel sens profond recèle cet avertissement lancé aux Israéliens après le raid? Lorsque l'armée israélienne frappe un allié du Hamas en pleine trêve à Gaza, la planète entière retient son souffle. Quelques heures plus tard, un message s'affiche. Prenez abri. Ce simple signal transforme la tension en une scène de thriller géopolitique, où chaque geste pourrait faire basculer un équilibre déjà précaire. Ce moment rappelle d'autres épisodes de l'histoire récente, où l'annonce d'un danger imminent fait basculer la perception collective du monde. On pense, par exemple, à la crise des missiles de Cuba, où en moins de 24 heures, la planète entière se retrouvait suspendue à la moindre décision de deux superpuissances. Mais s'agit-il d'une simple rupture de cessez-le-feu? Ou bien sommes-nous témoins d'un jeu d'ombre où la stratégie dépasse de loin les frontières de Gaza? Car derrière chaque frappe et chaque alerte se cache une guerre moins visible, celle des perceptions, où toute action résonne comme un message adressé au reste du monde. C'est un peu comme dans une partie d'échecs, où chaque mouvement, même mineur, peut bouleverser la partie tout entière, forçant chaque joueur à anticiper non seulement la réaction immédiate, mais aussi les conséquences à long terme. Les enjeux ne se limitent plus à un affrontement local. Ils s'étendent à un duel d'alliances, de pressions économiques et de lutte pour la reconnaissance politique. Une seule étincelle suffit à ébranler l'illusion de paix, à révéler la profondeur des intérêts cachés et la facilité avec laquelle la méfiance fissure les trêves les plus fragiles. On l'a vu à maintes reprises, des conflits locaux, tels que celui des Balkans dans les années 90, peuvent précipiter des interventions internationales, redéfinir des alliances et même modifier l'ordre économique mondial. Les médias insistent sur l'évidence. Explosion, riposte, menace. Pourtant, chaque détail de cette escalade prouve que rien n'est improvisé. L'incident ne fait pas que secouer une paix précaire. Il expose la complexité des rivalités et la volatilité d'une région où la confiance n'est souvent qu'un décor. Un ancien diplomate américain déclarait « Au Moyen-Orient, la confiance n'est pas une monnaie d'échange, c'est une illusion utile. » Fermer les yeux sur les véritables enjeux, c'est accepter que le cycle de la violence se perpétue. Davantage de conflits, de désinformation et de risques économiques planétaires. Ce qui se joue ici, c'est l'équilibre du monde, la sécurité de millions de personnes et notre capacité à séparer la vérité de la propagande dans un océan de récits biaisés. Il suffit de regarder la volatilité des marchés financiers après chaque incident pour constater à quel point la planète entière est touchée par ces dynamiques locales. Alors, comment décoder la portée exacte de cette alerte? Pourquoi provoque-t-elle une telle onde de choc mondial? Les clés résidant dans l'histoire, la politique et les intérêts soigneusement dissimulés derrière chaque décision. Pour y voir plus clair, il est essentiel d'analyser les précédents historiques, comme les accords d'Oslo ou la trêve de 2014, qui, malgré l'espoir suscité, se sont souvent soldés par de nouveaux cycles de violence. Pour comprendre ce qui se trame vraiment, il faut remonter aux origines de la trêve et analyser les motivations réelles des acteurs. Chaque détail du contexte révèle une nouvelle facette de la crise. Par exemple, la trêve de 2024 intervient dans un climat de tensions extrêmes, après des mois de blocus, de bombardements et de pressions internationales. Or, derrière les apparences d'un accord, chaque partie cherche surtout à renforcer sa position pour la suite. Pourquoi les trêves au Moyen-Orient semblent-elles vouées à l'échec? La question brûle, car elle va bien plus loin que les images de raids ou les phrases officielles. Depuis plus de 70 ans, la région s'enfonce dans un labyrinthe de rancunes anciennes, de jeux de pouvoir et d'inégalités enracinées, qui rendent chaque cessez-le-feu presque impossible à tenir. Prenons le cas du conflit israélo-arabe de 1948. Les cessez-le-feu successifs n'ont jamais permis d'apaiser les rancœurs, ni de créer des conditions favorables à une paix durable. Pour saisir la fragilité de ces trêves, il faut comprendre qu'elles sont souvent des outils provisoires, rarement des ponts vers une paix réelle. Elles servent à gagner du temps, à calmer les pressions extérieures ou à repositionner les forces, sans jamais s'attaquer aux causes profondes du conflit. Un exemple frappant. La trêve de 2011 en Syrie, qui n'a été qu'un prétexte pour chaque camp de préparer ses forces pour l'affrontement suivant, sans véritable volonté de dialogue. Dans cette logique,
la force prime sur le dialogue. Les acteurs les plus puissants imposent leur tempo aux autres. Israël, avec sa supériorité militaire et son soutien international, incarne cette dynamique. Pour Tel Aviv, chaque trêve devient une démonstration de puissance, quitte à briser les engagements si cela sert ses intérêts. Ce n'est pas sans rappeler les méthodes employées lors de la guerre du Liban en 1982, où les cessez-le-feu étaient fréquemment utilisés à des fins tactiques. Mais le problème ne se limite pas aux tirs et aux chars. Les trêves sont minées par l'absence de confiance. Chaque geste alimente la méfiance. Chaque violation envoie un message stratégique. Dans cette région, c'est la force, plus que la parole, qui fait loi. À titre d'exemple, lors de la trêve de 2016 entre la Russie et l'Ukraine, la moindre brèche était immédiatement accusée par l'un ou l'autre camp d'être une provocation délibérée. Se focaliser sur chaque attaque comme un incident isolé, c'est manquer l'essentiel. L'ordre mondial privilégie la domination, pas la résolution sincère des conflits. Tant que les injustices historiques, les fractures économiques et la méfiance ne seront pas traitées, les trêves resteront des pauses précaires dans une guerre sans horizon. C'est pourquoi, malgré des dizaines de tentatives de médiation, la situation s'enlise. La surface est calmée, mais la braise couve toujours sous la cendre. Il y a un risque à ne voir que la surface. Oublier les racines structurelles, c'est condamner la région à l'impasse, et avec elle, la stabilité du monde entier. Le Moyen-Orient, mais aussi l'économie globale et la sécurité collective, jouent à leur avenir à chaque rupture de trêve. Nous l'avons vu lors de la guerre du Kippour en 1973. Un affrontement local a suffi à provoquer un choc pétrolier mondial, bouleversant les économies occidentales. Mais que signifie vraiment la violation de la trêve par l'armée israélienne? Quel mécanisme de pouvoir se révèle derrière ces gestes? Et pourquoi ces événements font-ils vaciller tout l'équilibre régional? Pour comprendre ce qui se joue derrière ce raid, il faut plonger dans la mécanique interne des trêves et la façon dont chaque acteur interprète et exploite la moindre faille. Car chaque violation n'est jamais anodine et révèle la logique profonde du conflit. Cela rappelle la situation en Irlande du Nord, où, pendant des décennies, chaque entorse à l'accord de cessez-le-feu était vu comme un test de la capacité de l'autre à respecter ses engagements. Une frappe militaire, ou bien un coup d'éclat pour redessiner les règles du jeu. Derrière la brutalité du raid israélien en pleine trêve à Gaza se cache une stratégie longuement mûrie. Ce n'est ni une simple erreur, ni un fait divers. C'est un signal calculé, adressé à des acteurs multiples, bien au-delà du front gazaoui. C'est une manière pour Israël de rappeler à la fois à ses alliés et à ses adversaires qu'il reste maître du tempo des opérations. En frappant durant une période censée être paisible, l'armée israélienne affirme sa supériorité et son autonomie d'action. Ce raid vise plus qu'un allié du Hamas. Il défie le Hamas lui-même, mais aussi les voisins régionaux et la communauté internationale. Israël montre qu'il agit selon ses propres critères, sans redouter de sanctions immédiates. Cette posture n'est pas nouvelle. On la retrouve dans la doctrine Begin, qui justifiait déjà dans les années 80 les frappes préventives contre des menaces perçues. Ce n'est pas un message ambigu, mais une démonstration claire. Dans ce conflit, la trêve n'est qu'un équilibre fragile, susceptible d'être rompu à tout instant. La symétrie militaire rend chaque accord vulnérable, la méfiance domine, et chaque brèche devient un test pour la survie des mécanismes de paix. Ainsi, la crédibilité des cessez-le-feu, souvent arrachés sous pression internationale, s'érode à chaque nouvel incident. On se souvient de la trêve du Sud-Liban en 2006, qui n'a tenu que quelques semaines avant de voler en éclats sous le poids des provocations mutuelles. Pour chaque camp, la trêve n'est pas une promesse, mais une opportunité. On en profite pour se réarmer, se repositionner, jauger l'adversaire ou préparer une provocation. Quand Israël prend l'initiative de rompre cette pause, il ne recherche pas seulement un avantage tactique. Il évalue la réaction de ses rivaux, mais aussi celle des puissances régionales et mondiales. Égypte, Iran, États-Unis, Union européenne, tous sont mis à l'épreuve. C'est une façon de sonder les lignes rouges de chacun, de mesurer le degré réel d'engagement ou de tolérance. Ce raid révèle la faiblesse des dispositifs de cessez-le-feu. Sans garantie réelle, sans respect des normes internationales, chaque accord devient presque fictif,
et la spirale de la violence s'auto-entretient. Les répercussions dépassent la bande de Gaza. Elles sapent la confiance envers le système international, qui paraît incapable d'imposer ses propres règles. Les exemples abondent. L'incapacité de l'ONU à empêcher la reprise des violences en ex-Yougoslavie dans les années 90 a laissé une trace durable sur la crédibilité des institutions internationales. Dans ce jeu d'influence, chaque violation fragilise la légitimité des accords et la crédibilité des médiateurs. Les discours officiels cachent une réalité cynique. La paix n'est qu'éphémère tant que le déséquilibre des forces perdure. Plus inquiétant encore, ces actes adressent un avertissement à tous ceux qui croient au droit international pour assurer la stabilité régionale. On pourrait comparer cela à la crise du Cachemire, où chaque entorse à la ligne de contrôle est vue comme une remise en cause de l'ordre international. Le nœud du problème, si les normes ne sont ni respectées ni garanties, la notion même d'accord perd toute substance. On ne fait que retarder l'escalade suivante, tandis que les civils perdent le prix de ces calculs stratégiques. L'histoire le prouve. Les accords de Minsk en Ukraine ont été violés à maintes reprises, chaque entorse servant de prétexte à une nouvelle flambée de violence. Face à cette démonstration, une interrogation demeure. Comment vont réagir les autres puissances régionales et mondiales? Quelles alliances, quelles escalades, quels risques inédits ce geste va-t-il déclencher? Au-delà de la riposte militaire ou diplomatique, cet événement risque de bouleverser l'équilibre des intérêts dans la région. Ce qui se joue à Gaza résonne bien au-delà de ses frontières, jusque dans les sphères économiques et politiques internationales. Un exemple récent. La crise du détroit d'Ormuz, où chaque incident local entre Iran et États-Unis a eu un impact immédiat sur le prix du pétrole et les marchés asiatiques. Et si chaque avertissement n'était en réalité que le premier domino d'une réaction en chaîne incontrôlable? Dès l'instant où l'avertissement destiné aux Israéliens est diffusé, l'impact déborde largement le simple cadre d'une mise en garde. Ici, il ne s'agit plus d'alerter, mais de calculer les faits, de provoquer sur les plans psychologiques, politiques et militaires, bien au-delà des frontières immédiates du conflit. Cette dynamique rappelle la crise du Golfe en 1990, où un incident local a précipité l'engagement international d'une coalition de dizaines de pays. Ce type de message agit comme un catalyseur. Il transforme un incident local en enjeu régional, puis international. Les tensions s'enflamment, chaque acteur tente de déchiffrer les intentions, jauge la détermination de l'adversaire, ajuste ses alliances. Les voisins deviennent fébriles. Les grandes puissances évaluent la fragilité de leurs intérêts stratégiques. Souvenons-nous de la guerre en Géorgie en 2008, où une attaque localisée a eu des conséquences politiques majeures pour toute l'Europe de l'Est. Le risque explose alors. En l'espace de quelques heures, les marchés mondiaux s'affolent, le prix du pétrole s'envole, les monnaies vacillent, les capitaux fuient vers des havres jugés plus sûrs. L'énergie devient plus chère, frappant des économies bien au-delà du Moyen-Orient. L'Europe, l'Asie, l'Afrique ressentent l'onde de choc. Lors de la première guerre du Golfe, le prix du baril de pétrole a presque doublé en quelques semaines, entraînant une inflation mondiale. Un subtil déplacement des équilibres diplomatiques s'opère. Les États-Unis, la Russie, la Chine, mais aussi des États moins puissants, adaptent leurs discours, envoient des signaux codés à leurs alliés et à leurs rivaux. Un simple avertissement peut alors suffire à faire vaciller des années de dialogue, fragiliser des traités, réveiller des ambitions ou de vieilles rancœurs. On a vu des conséquences similaires après la frappe américaine sur Bagdad en 2003. L'instabilité régionale qui s'en est suivie a modifié l'architecture de la sécurité mondiale. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des acteurs secondaires. Dans ce jeu d'échecs géopolitiques, même des groupes non étatiques ou des gouvernements régionaux modestes manient la communication stratégique pour influencer les décisions des grandes puissances. Parfois, une phrase habilement diffusée suffit à forcer la main d'un gouvernement, embarrasser une alliance ou ouvrir une nouvelle faille. Les Houthis au Yémen, par leurs attaques sur les pétroliers, ont réussi à perturber la stratégie énergétique de puissances lointaines. La réalité est impitoyable. Une escalade mal maîtrisée peut transformer un incident local, une frappe, une menace, en crise internationale majeure. Chaque acteur,
grands ou petits, risquent alors de perdre la main. L'économie mondiale, la réputation des États, la sécurité des populations, tout devient fragile face à ce phénomène domino. Le krach de la bourse de New York en 1929, bien qu'issu de causes intérieures, a eu un effet domino qui a touché chaque continent. Face à cette dynamique, il apparaît clairement que la guerre moderne ne se joue plus seulement sur les champs de bataille visibles. C'est aussi une lutte de signaux, de perception, de récits. Parfois, l'arme la plus puissante est la façon dont un message circule, se propage et se transforme à l'échelle planétaire. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, accélèrent cette propagation et augmentent la portée psychologique de chaque événement. Ce nouvel équilibre instable force chaque camp à réévaluer ses priorités, sous la pression d'intérêts économiques et d'alliances fragiles. Mais qu'arrive-t-il lorsque la peur et l'incertitude deviennent les moteurs du jeu? Derrière chaque frappe, chaque sirène, des familles entières voient leur monde basculer. Une explosion brise la trêve. Soudain, le quotidien d'hommes, de femmes et d'enfants vole en éclats. Ils paient, impuissants, le prix de décisions prises loin d'eux. On se souvient des civils de Sarajevo, pris au piège d'un siège interminable, où chaque jour était un combat pour survivre. Le coût humain de cette guerre dépasse l'entendement. Des quartiers sont anéantis, des dizaines de milliers de personnes fuient, n'emportant que la peur et l'incertitude. L'accès aux soins devient un parcours du combattant, les écoles ferment, la vie s'effrite pour des générations. À la frontière, dans chaque regard, la détresse de ceux à qui on a volé l'avenir. Selon l'ONU, plus de 600 000 personnes ont été déplacées à Gaza depuis le début des hostilités. Mais la tragédie n'est pas que matérielle. Une autre guerre sévit, celle des récits, des images, des mots. Chaque camp façonne sa version, diffuse vidéos, communiqués, cherche à capter l'attention du monde. Désormais, ce n'est plus seulement une lutte pour le territoire, c'est une bataille pour la légitimité, la morale, l'opinion publique. Ce phénomène s'est amplifié avec la guerre du Vietnam, où pour la première fois, l'opinion internationale pesait autant que le champ de bataille. Les civils deviennent alors doublement vulnérables. Victimes des bombes, ils sont aussi exposés comme symboles. On montre leur douleur pour susciter la compassion ou justifier une riposte, puis on les oublie quand l'actualité se détourne. Leur souffrance devient une image, manipulée, instrumentalisée, parfois effacée. Dans le conflit syrien, les images d'enfants blessés ont tour à tour ému l'opinion puis sombré dans l'oubli, sans jamais déboucher sur une solution durable. Face à ce chaos, la communauté internationale réagit. Ici, de l'aide humanitaire. Là, des sanctions. Ailleurs, des discours ou le silence. Mais ces réponses oscillent entre solidarité authentique et calcul politique. L'aide est parfois freinée par des intérêts stratégiques, l'indignation devient prétexte à l'inaction. Pour les populations, rien ne change vraiment. L'espoir et l'abandon alternent. La souffrance demeure. L'exemple du Yémen montre à quel point les promesses d'aide se heurtent souvent à la réalité des blocus et des oppositions géopolitiques. Le plus grand danger, que la douleur des civils devienne un levier. Mise en scène, elle sert à légitimer de nouvelles violences, à isoler un adversaire, à conditionner l'aide ou la diplomatie. La frontière entre compassion et manipulation se brouille. L'opinion mondiale, elle aussi, devient une arme capable d'attiser ou d'apaiser les conflits. Durant la guerre au Kosovo, les images de réfugiés ont servi à mobiliser l'opinion en faveur d'une intervention de l'OTAN. Rien n'est neutre. Chaque récit, chaque image, influe sur l'aide, sur la perception de la guerre, sur sa dynamique même. Au centre, les civils restent piégés, ballottés dans un jeu où la perception peut faire oublier la réalité. C'est pourquoi il est crucial de diversifier ses sources d'information, de confronter les récits, de soutenir les ONG indépendantes sur le terrain. Ce conflit n'est pas isolé, il résonne à l'échelle du monde, influençant économie, alliances et perception. Plus qu'une crise locale, il met à l'épreuve l'idée même de justice et de vérité internationale. Ainsi, chaque citoyen, où qu'il soit, est concerné par ce qui se joue à Gaza, comme il l'a été par d'autres crises majeures du passé. Ne laissons pas l'histoire se répéter dans l'indifférence ou l'illusion.
Il existe des pistes concrètes pour rompre ce cycle. Soutenir la transparence des négociations, exiger des garanties internationales, encourager l'éducation à la paix et à l'esprit critique. Les accords de paix durables en Afrique du Sud, obtenus après des années de violence, ont montré que la réconciliation profonde passe par la justice et le dialogue sincère. Regarder les raids, les trêves brisées et les avertissements comme de simples faits divers, c'est devenir complice d'un cycle qui s'auto-alimente. Violence, exploitation, manipulation. Il est de notre devoir d'interroger sans relâche les causes, les acteurs, les intérêts en jeu, et de ne pas se contenter des discours officiels. Rester spectateur, c'est céder du terrain à ses forces. C'est permettre aux intérêts politiques, économiques et stratégiques de manipuler l'opacité du conflit, pendant que l'opinion publique s'épuise à suivre un flot d'actualités qui masque les véritables enjeux. L'exemple du Rwanda illustre le coût d'une indifférence internationale. Le drame s'est joué en direct, sans que la communauté mondiale ne réagisse à temps. À Gaza, comme ailleurs, ce qui se joue dépasse la confrontation militaire. C'est la crédibilité du système international, la stabilité de l'économie mondiale et la légitimité de nos institutions qui vacillent chaque fois qu'une trêve s'effondre sous la pression des intérêts dominants. Il est temps de rappeler que la paix n'est pas un état passif, mais le fruit d'efforts constants, de courage politique et de compromis sincères. Nous avons la responsabilité, citoyens, analystes ou décideurs, de refuser la facilité des récits simplistes. Il nous revient de creuser sous la surface médiatique pour démêler l'entrelac des forces qui dirigent ces événements. Pour cela, chacun peut agir à son échelle, interpeller ses représentants politiques, soutenir les initiatives de dialogue, s'informer auprès de médias pluriels, promouvoir la culture du débat raisonné. C'est seulement ainsi que nous pourrons saisir comment perception et réalité s'entremêlent et comment des décisions prises dans l'ombre résonnent à l'échelle mondiale. Apprenons des leçons du passé. Le processus de paix en Irlande du Nord, malgré des décennies de violence, a abouti grâce à la persévérance citoyenne, au dialogue multipartite et à la pression internationale coordonnée. Ne réclamons pas une gestion perpétuelle de la crise, mais une transformation profonde. Refusons que la normalisation de la violence et la manipulation des récits façonnent l'avenir de nos sociétés. Il est possible de sortir de l'impasse, en favorisant des mécanismes de vérification neutres, en soutenant la justice internationale, en investissant dans l'éducation à la paix et au respect mutuel. À chacun d'exiger, questionner, agir. C'est ainsi que la prochaine page de l'histoire pourra s'écrire sous le signe du courage politique et d'une paix durable. Car, en fin de compte, la responsabilité du monde